Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du mardi 6 février 2024. Dans les actualités de ce jour, jusqu'à ce jour, le parti politique TGV n'a pas encore de candidat aux prochaines élections communales et législatives selon le secrétaire national du parti politique TGV. Aujourd'hui, le bureau politique est encore en pleine concertation concernant les profils correspondant aux critères du parti politique, à savoir des personnes dignes, proches de la population et des bases et connaissant les projets de développement de la collectivité qu'elle représente. Nul ne peut se prononcer en tant que candidat du parti TGV car seul le bureau politique a le pouvoir de présenter des candidats, souligne Eraso Marmac, secrétaire national du parti politique. De plus, seul le bureau politique peut recevoir les dossiers des postulants pour être candidat. Toujours dans cette page politique, 2 projets de loi ont été adoptés sans amendement par les sénateurs lors de la session plénière d'aujourd'hui. Il s'agit du projet de loi concernant les collectivités territoriales décentralisées et du projet de loi modifiant et complétant le code pénal malgache sur le viol. Pour des motifs internes au Sénat, l'adoption de ces projets de loi a été avancée aujourd'hui. Mirvolat Sfera nous en dit plus. Après avoir été adopté en commission, le projet de loi numéro 001-2024 en date du 24 janvier 2024 a été présenté aujourd'hui aux sénateurs de Madagascar lors d'une séance publique. Ce projet de loi vise à modifier et compléter certains articles de la loi numéro 2014-020 relative à la décentralisation et le projet de loi numéro 002-2024 du 24 janvier 2024 modifiant et complétant le code pénal malgache en matière de viol. Il y a quelques détails techniques que la Commission a spécialement notés et qui seront inclus dans le décret gouvernemental pour l'application de ces lois. L'un des points sur lesquels le président du Sénat a insisté a été la question du viol, notamment concernant les auteurs de viols sur mineurs qui sont généralement soit des toxicomanes, soit des malades mentaux. À la lumière de cela, il a déclaré que les sanctions contre ceux qui souffrent d'une maladie mentale devraient être renforcées et rendues plus sévères afin qu'ils ne soient pas autorisés à se cacher derrière cette maladie car ils peuvent être classés comme danger public. Il est à noter qu'en raison d'une organisation interne du Sénat, l'adoption de ces projets de loi a été avancée aujourd'hui après modification du calendrier des séances. Vendredi prochain, la séance extraordinaire du Sénat prendra officiellement fin. Dans les informations de ce jour également, des mesures visant à empêcher le choléra d'entrer à Madagascar sont déjà mises en place dans les ports et aéroports. Hier, une inspection a été effectuée par plusieurs membres du gouvernement à l'aéroport d'Ivat pour vérifier l'application de ces mesures. Le ministre de la Santé publique a confirmé qu'il n'y a aucun cas de choléra à Madagascar, mais qu'il est nécessaire que chacun prenne ses responsabilités pour le prévenir. Reportage de Radraman Zatouf. Il y a 9 points d'entrée à Madagascar en ce qui concerne les ports et les aéroports. Dès qu'on en a appris que le choléra se propageait dans certains pays africains et que des cas avaient été détectés dans les îles voisines de Madagascar, le gouvernement a immédiatement pris des mesures. Des mesures préventives ont été mises en place pour protéger l'accès à Madagascar. Hier, plusieurs membres du gouvernement sont venus à l'aéroport d'Ivat pour contrôler la mise en œuvre des mesures préventives et leur strict respect. Le ministre des Transports et de la Météorologie a annoncé que tous les aéroports et ports maritimes sont ouverts, mais qu'il travaille en étroite collaboration avec le ministère de la Santé publique. Le ministre de la Santé publique a confirmé que toutes les mesures préventives sont en place au point d'entrée de Madagascar. Il a également souligné qu'aucun cas de choléra n'a encore été détecté à Madagascar, mais qu'il est nécessaire que chacun prenne ses responsabilités pour le prévenir. Et dans les informations économiques de ce soir, la recette fiscale a augmenté de 13% cette année par rapport à l'année 2022, selon l'exécution budgétaire publiée par le ministère de l'Économie et des Finances. Les recettes douanières ont par contre diminué de 5%, toujours selon ce rapport, dans ce reportage de Ruth Ritel Rakoutmalal. 4 134 milliards d'ariars de recettes sont enregistrés par la Direction générale des impôts au cours de l'année 2023, soit 86,4% de l'objectif fixé. Toutefois, par rapport à l'année dernière, on note une augmentation de 486,5 milliards d'ariars, soit 13,3%.
Le secteur des mines, de la banque, de l'industrie, du pétrole et des télécommunications ont permis ces résultats selon le rapport du ministère de l'Économie et des Finances. D'autre part, 3 403,1 milliards d'ariars ont été ajoutés à la caisse de l'État par la douane en 2023, alors qu'ils étaient de 3 465,6 milliards d'ariars en 2022. La baisse de la demande, qui a entraîné une baisse des prix des marchandises, et la baisse des frais, en sont la raison selon les explications. Concernant les dépenses en investissement, 15 323,6 milliards d'ariars ont été engagés par les ministères et les institutions pour financer leurs projets, soit 99,6% du budget prévu dans la loi des finances 2023. 5,1 milliards d'ariars de crédits ont été virés au ministère et 632,6 milliards d'ariars de crédits transférés à 29 ministères et 6 institutions. L'Union européenne a reconnu que la vanille de Madagascar répond aux normes requises sur le marché européen, notamment sur la limite de la quantité de nicotine dans la vanille exportée, qui a suscité l'inquiétude des producteurs. Ainsi, cette quantité a été ramenée à 0,3 g par kilogramme, alors qu'il était auparavant limité à 0,2 mg par kilogramme. Les détails avec Jodikel Rajanirin. Les exportations de vanille malgache vers l'Europe sont sans égal en termes de qualité. L'Union européenne a reconnu que la qualité de notre vanille répond aux normes. Les efforts du ministre pour la promotion de l'industrie et du commerce malgache ont été couronnés de succès. En septembre 2023, l'Union européenne a rendu une décision selon laquelle le taux de nicotine dans la vanille qui y entre ne peut excéder 0,2 mg par kilogramme. Une décision qui a suscité l'inquiétude des agriculteurs et des exportateurs étant donné son impact sur le secteur à Madagascar. Cela aurait pu affecter également l'économie nationale, eu égard à la diminution du volume exporté ainsi que la rentrée de devises étrangères qu'une telle mesure aurait entraîné. Le ministre Edgar Azaf-Java et les techniciens du ministère ont entamé les négociations, appuyés par les représentants du ministère de l'Agriculture et ceux du ministère des Affaires étrangères. Ils ont eu gain de cause car le 5 février 2024, l'Union européenne a publié dans son journal officiel une décision modifiant le taux maximum de nicotine présent dans certains produits dans la vanille en provenance de Madagascar. Le taux de nicotine a été réinitialisé à 0,3 mg par kilogramme. Cette décision permettra d'augmenter la production de vanille de Madagascar exportée vers le marché européen. Revenons un peu dans les actualités sociales. Le gouvernorat de la région d'Annalamangue donne la main dans l'entretien des rues de la capitale à partir d'aujourd'hui. Les travaux ont commencé au niveau du rond-point d'Impasse qui se poursuivront sur l'axe allant vers les 67 hectares et Andavamangue selon les explications. Il est à rappeler que l'entretien des routes est une tâche de la commune urbaine d'Antananarive, mais la région d'Annalamangue vient en renfort. Reportage sur les images de Zara Rangenso. Les nids de poules qui pullulent sur les rues de la capitale perturbent la circulation. Ce sont souvent des nids de poules occasionnés par les eaux de pluie ou encore au manque d'entretien. Afin d'éviter la dégradation totale de ces rues de la capitale, le gouvernorat d'Annalamangue vient à la rescousse de la municipalité dans les travaux de réhabilitation. Cela a commencé aujourd'hui au niveau du rond-point d'Apasque. Selon le gouverneur, il s'agit de donner la main à la commune pour les travaux d'urgence, mais aussi de renforcer la CUA dans les tâches que cette dernière n'arrive plus à prendre en charge. Les travaux concernent aussi les rues dont les travaux n'ont pas été faits par la société Colas sur les mêmes axes et qui menacent de se dégrader davantage. Pour cette première vague, l'axe partant d'Impasse vers les 67 hectares et Andavamangue feront l'objet d'entretien. Le but est de réparer tous les nids de poules de la capitale pour assurer la fluidité de la circulation. Et pour terminer cette page des actualités locales, des averses localement orageuses sont attendues sur les hautes terres et sur la majeure partie de la Grande Île pour les 3 prochains jours selon le service de la météorologie. De ce fait, les régions Anjou, Yatsimo et Atnan sont placées en alerte jaune de fortes pluies tandis que les régions Annalamangue, Itas, Vaknakar, Jabongla, Vafidvnan, Ivadva, Visava et Morantech seront en alerte verte. Par ailleurs, la formation d'un cyclone dans l'océan Indien est à craindre en fin de semaine, mais cela n'affectera pas encore le temps qu'il fait sur la Grande Île. Concernant les températures, elles connaîtront une légère augmentation pour les 3 jours à venir, selon toujours Météo Madagascar, rapporté par Obrasamanan dans ce reportage.
Les activités orageuses vont se poursuivre pour les 3 prochains jours sur la Grande Île. En effet, des averses localement orageuses sont attendues sur les hautes terres et sur la majeure partie de Madagascar pendant les 3 jours à venir, selon le service de la prévision météorologique. Les régions Anjouy, Anos et Atimotsnanan sont placées en alerte jaune à forte pluie à cet égard et les régions Analamang, Itas, Vaknagaraj, Punglav, Vitvnan, Vatvav, Sava et Marantsech en alerte verte. Ces orages peuvent engendrer des cumuls de précipitations de 90 mm en une journée. Ces orages risquent également de perturber la vie quotidienne de la population, notamment à cause de la montée des eaux de rivières, la stagnation des eaux pluviales ou encore le glissement de boue et de terre. Ainsi, la population dans ces localités sont exhortées de suivre toutes les instructions données par les autorités afin de prévenir tout danger. Par ailleurs, il y a un risque de formation d'un cyclone en fin de semaine dans l'océan Indien, selon toujours le service de la prévision météorologique, mais cela n'affecte pas encore le temps qu'il fait sur la Grande Île. Concernant les températures, elles connaîtront une légère augmentation pour les 3 prochains jours. Passons à présent aux actualités internationales. Le roi Charles III est atteint d'une forme de cancer. Le souverain a assuré être très optimiste quant à son traitement débuté hier. Il espère reprendre pleinement ses fonctions publiques dès que possible. France 24 nous en dit plus. Le cancer d'un roi. Et c'est tout un royaume qui sombre dans l'incertitude. L'annonce de Buckingham Palace hier soir est une première pour la famille royale. Au cours de la récente intervention pour une hypertrophie bénigne de la prostate, un problème distinct a été constaté et des tests ultérieurs ont permis d'identifier une forme de cancer. Une communication qui intervient une semaine exactement après l'opération du roi pour une hypertrophie de la prostate. Pour l'heure, Buckingham Palace ne donne pas plus de précisions sur le type de cancer ni sa gravité, mais précise qu'il ne serait pas en lien avec sa récente chirurgie. Un acte de transparence inédit qui tranche avec le secret qui entourait la santé de la reine Elisabeth. Il est le premier monarque britannique de l'ère moderne à avoir été atteint publiquement d'un tel cancer alors qu'il était sur le trône. Mon sentiment personnel, c'est que les gens applaudiront cette ouverture et qu'ils reconnaîtront que la franchise des acteurs de la vie publique présente des avantages pour d'autres personnes. Un nouveau coup dur pour la famille royale britannique qui expose désormais au grand jour l'état de santé de ses membres. Au-delà du monarque de 75 ans, la princesse Kate a elle aussi récemment été hospitalisée pendant 2 semaines après une opération abdominale. Sa convalescence doit durer jusqu'à Pâques. Le roi, lui, continuera à s'occuper des affaires d'État et des formalités administratives, comme d'habitude, assure le palais. Seuls ses engagements publics ont été suspendus, mais pas question de céder la main. Il est peu probable que le prince William prenne la place du roi Charles ou assume ses responsabilités à ce stade. Ce n'est pas ainsi que les Britanniques procèdent. Ils règnent vraiment jusqu'à leur mort et les autres personnes sont là pour les soutenir du mieux qu'elles peuvent. Charles III pourra notamment compter sur le soutien du prince Harry. En froid depuis des mois avec la famille royale, il a annoncé quitter son exil californien pour venir au Royaume-Uni dans les prochains jours. Au moins 123 morts et des centaines de disparus. Le Chili entame un second jour de deuil national après les incendies ravageurs de ces derniers jours près de Valparaiso. Sur place, ils sont des milliers à avoir tout laissé derrière eux en l'espace de quelques minutes. À la rue, ces Chiliens n'ont désormais plus d'endroit où vivre. France 24. Des quartiers parfois totalement réduits en cendres. Dans la région de Valparaiso, les habitants constatent sidérés l'étendue des dégâts causés par les feux de forêt. Ici, les maisons sont souvent totalement calcinées. Nous avons tout perdu, en un clin d'œil. Nous avons eu l'impression d'avoir vécu un bombardement. Dans la région, les feux ont fortement baissé en intensité et désormais, la solidarité s'organise. Des tentes sont installées pour pouvoir passer la nuit, de la nourriture et des boissons sont apportées. Mais les habitants doivent aussi faire face aux nombreux vols qui surviennent jour et nuit. Comme si cela ne suffisait pas, certains pillent aussi les maisons qui sont vides. Ils profitent de la souffrance de toute la population. Ces feux de forêt, survenus en pleine période caniculaire, ont été accélérés par le phénomène climatique El Niño.
Mais certains estiment qu'ils ont aussi été démarrés intentionnellement à plusieurs endroits de la région. Et pour terminer cette page internationale, l'Assemblée nationale du Sénégal a adopté dans la nuit de lundi à mardi la loi visant à repousser la présidentielle initialement prévue le 25 février au 15 décembre 2024. Des députés de l'opposition ont été évacués manu militari par les forces de l'ordre. Les détails toujours avec France 24. À l'unanimité des 105 députés présents, la loi repoussant l'élection présidentielle est adoptée. Le président sénégalais Macky Sall restera donc en fonction jusqu'à l'élection de son successeur le 15 décembre, date à laquelle le scrutin a été reporté. L'examen de la loi a duré toute la journée et s'est fait dans une ambiance électrique, certains députés en venant aux mains. Au moment de l'ouverture du vote, les représentants de l'opposition ont tenté d'interrompre le processus. Peuple sénégalais, vous avez en face de vous les ennemis du peuple. Il faut demander un avis contraire sur ce qui vient de se faire. Le coup d'état constitutionnel. Ils ont finalement été évacués par la gendarmerie. Samedi, le président Macky Sall a justifié ce report par sa volonté d'éviter une instabilité institutionnelle et d'éviter que la campagne ne se déroule pendant la saison des pluies. La tension se ressent aussi dans les rues du Sénégal. Les manifestations sont quotidiennes et les habitants ne décolèrent pas. Cette soumission doit cesser, y compris par la force. Macky Sall doit s'en aller. Moi, je suis partisan de la République. Je veux que la République continue. Je veux que le calendrier républicain soit respecté. L'essentiel pour moi, c'est de dire non. C'est vraiment de dire non, quoi. Parce que si on ne dit pas non, le régime en place continuera à dérouler son agenda. Ces violences rappellent celles de juin dernier, lorsque les partisans du chef de l'opposition, Ousmane Sonko, sont descendus dans les rues pour dénoncer l'incarcération de leur candidat. Ousmane Sonko est accusé d'insurrection. Karim Wade, un autre candidat de l'opposition, a aussi été empêché de se présenter. Tous appellent aujourd'hui à défendre la démocratie dans ce pays d'Afrique, l'un des rares encore stables dans la région. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition pour ce soir. Nous vous remercions de votre fidélité. Très bonne suite de programme sur Viva. Moi, je vous dis à très bientôt et au revoir.